Heureux de vous savoir nombreux autour de cette édition, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de l'actualité, audience extraordinaire solennelle ce jeudi 12 septembre 2019 à la Cour constitutionnelle. Le président de la haute juridiction a procédé à l'installation des honorables Edmond Agua et Mathias Kouanou, les deux absents à l'audience solennelle consacrée à la prestation de serment de leurs collègues le 6 septembre dernier. Les nouveaux membres de la 6e mandature du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA ont pris service ce jeudi 12 septembre 2019 à la maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. Plusieurs défis attendent le nouveau bureau présidé par Évariste Khodonou. Nous le suivons dans ce journal. Et puis encore quelques jours et les apprenants vont reprendre le chemin des classes. Parents d'élèves et éducateurs s'activent pour assurer une bonne rentrée des classes aux élèves. Et qui parle de rentrée des classes parle également des fournitures scolaires. La liste est établie par le gouvernement. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Élément de réponse dans une dizaine de minutes. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. C'est parti pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. Rencontre syndicat-gouvernement ce jeudi 13 septembre à l'Infosec de Cotonou. Les deux parties ont échangé sur plusieurs sujets dont le revêtement dans la fonction publique des agents occasionnels et autres agents contractuels de l'État. Il a été également question des mesures d'accompagnement des agents contractuels de l'État admis à la retraite, des mesures prises en conseil des ministres du mercredi 11 septembre 2019. À la sortie de la rencontre, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, est revenu sur l'essentiel de ce qu'il est important de retenir. On le suit. Nous avons demandé au gouvernement de prendre les mesures qu'il faut pour aller très vite sur les trois questions principales, notamment la première concernant le reversement, concernant les agents qui sont sans salaire depuis plusieurs années, et puis la question de la coordination entre la CNSS et le FNRB, où des agents sont partis à la retraite, n'ont plus de salaire, mais n'ont pas de droit non plus à une pension. Donc sur ces questions et les mesures qui ont été annoncées, nous avons demandé au gouvernement de faire en sorte que cette petite lueur d'espoir que nous voyons poindre à l'horizon puisse vraiment se concrétiser le plus rapidement possible. Nous avons également abordé la question de l'audit de reversement. Et vous savez que le gouvernement a annoncé des mesures sociales concernant les dossiers qui étaient des dossiers plus ou moins à problème. Et donc nous avons là également demandé que les listes soient publiées pour que les gens qui ont des réclamations à faire puissent avoir l'occasion donc de le faire rapidement. Et enfin, nous avons abordé la question de la hiérarchisation des salaires suite à l'augmentation du SMIC intervenue en 2014. Sur cette question, le gouvernement est dans une logique donc de continuer de discuter avec le patronat pour que les conditionnalités qui ont été posées par ce dernier, on puisse voir dans quelle mesure le gouvernement peut faire des concessions pour permettre à tous les travailleurs qui attendent depuis 5 ans de pouvoir constater l'effectivité de l'application du SMIC sur leur salaire. Pour une fois, je crois que nous avons eu la convivialité qu'il faut. Pour une fois, nous avons senti que le gouvernement a préparé la séance par les mesures qui ont été annoncées l'année dernière. On a vraiment vu qu'il y a un travail qui a été fait. C'est un point positif qu'il faut reconnaître humblement donc, au gouvernement. Il faut également mettre ça au compte de l'action syndicale, de la démarche nouvelle qui est la nôtre en termes donc, de dialogue, d'ouverture d'esprit, de lobbying, parce que là où les cris, les tensions ont échoué, on est en train de voir que le dialogue, l'argument sont en train donc, de payer et nous espérons que ça va se poursuivre sur cette lancée-là. Audience extraordinaire solennelle ce jeudi 12 septembre 2009 à la Cour constitutionnelle. Le président de la haute juridiction a procédé à l'installation des honorables Edmond Agua et Mathias Kouanou, les deux absents, à l'audience solennelle consacrée à la prestation de serment de leurs collègues le 6 septembre 2019. Ils ont promis eux aussi travailler pour la réussite de leur mission. Compte rendu, Maroufa Abiola Boussari et Jean-Marie Kedolou. C'est 6 jours après la prestation de serment de leurs collègues au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée que les honorables Edmond Agua et Mathias Kouanou sont venus faire le leur. Devant les sages de la Cour constitutionnelle, ils ont confirmé eux aussi par serment de remplir leurs fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi et d'assurer sans défaillance les devoirs qu'elle leur impose. Oui, je le jure, Monsieur le Président. La Cour vous en donne acte. Oui, je le jure, Monsieur le Président. La Cour vous en donne acte. Le président de la Cour constitutionnelle a rappelé quelques pans de leur mission et les a encouragés à faire en sorte que la confiance que les citoyens ont placée en eux ne soit démentie. Vous méritez d'être encouragés parce que
Vous êtes désormais le gardien du fichier électoral, le gardien des données numériques de chaque citoyen, le gardien de ce droit individuel d'être inscrit sur le fichier électoral. Vous aurez, avec l'Agence nationale de traitement, organe opérationnel, la charge de l'actualisation du fichier électoral. Vous êtes des politiques, mais cela appelle un professionnalisme tout aussi important. Tous les regards sont portés sur vous, sont posés sur les activités que vous allez effectuer dès que vous aurez rejoint vos collègues. Nous sommes dans un contexte politique important. Je vous conseille, au nom de mes collègues, le dépassement. Les nouveaux membres installés ont promis respecter à la lettre les consignes qui leur ont été prodiguées et pensent travailler pour la réussite de leur mission. Nous pensons que nous devons faire le travail comme cela se doit pour ne pas être critiqués. Nous allons faire de manière à ce que les choses soient totalement transparentes. Direction la cité des Koubourou, les chercheurs et les acteurs impliqués dans la culture, la transformation et la commercialisation des champignons se sont réunis à Parakou. À la faveur d'un symposium qui a duré 3 jours, ils comptent mettre en faveur la culture des champignons. La cérémonie d'ouverture officielle des travaux de ce symposium a été effectuée par le maire de Parakou, Charles Toko. Isaac Adji et Maké Kapo nous font le point. Le lobbying des autorités du département de l'agronomie de l'université de Parakou porte des fruits. Cette université accueille le premier symposium africain sur la mycologie tropicale. L'objectif principal de ce symposium, ce sont les connaissances sur les champignons. C'est ce qu'on appelle la mycologie. Ça, c'est une science très peu développée jusqu'à présent en Afrique, mais c'est très important comme science parce que les champignons, ils jouent des rôles essentiels pour les écosystèmes et aussi les champignons sont très importants pour les êtres humains. Et nous sommes ici réunis pour échanger les connaissances sur les champignons. Nous avons la présence d'experts internationaux. En total, il y en a 90 personnes de 23 pays différents du monde entier, surtout d'Afrique et d'Europe. Des chercheurs de haut niveau sont réunis à Parakou pour parler de l'importance des champignons dans la chaîne alimentaire et dans l'écosystème. Un privilège donc pour la ville de Parakou, qui est un pôle économique dans le septentrion. La culture du champignon est un vecteur d'activité faiblement mis en valeur en Afrique, et particulièrement au Bénin, bien que toutes les couches de la population puissent être concernées. Au moment où le taux de chômage des jeunes, principale couche de la population, se fait sentir, ce sont là des pistes qui peuvent être étudiées afin de servir de débouché d'activités génératrices de revenus. C'est là tout l'intérêt qu'une ville a d'abriter une université. La cité peut servir de terrain de développement et d'implémentation des travaux de recherche universitaires. C'est donc avec satisfaction que j'ai accueilli la nouvelle de l'organisation du premier symposium international en mycologie d'Afrique tropicale à Parakou. C'est un grand honneur qui est fait à la ville de Parakou et son université, et j'ose espérer que cet honneur n'est que la juste récompense des efforts du département d'agronomie en la matière. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vais clore mes propos en remerciant chaleureusement tous les enseignants-chercheurs étrangers qui ont fait le déplacement de leurs pays respectifs à notre ville, ainsi que nos chercheurs béninois pour leur mobilisation. Je voudrais aussi saluer les différents partenaires financiers de ce symposium, la Fondation Volkswagen Stiftung et le laboratoire d'écologie, de botanique et de biologie végétale. Je vous souhaite de fructueux travaux et un agréable séjour à Parakou. Vive le FISTAM, vive l'Université de Parakou. Je vous remercie. Du 9 au 13 septembre, toutes les énergies intellectuelles ont été focalisées sur l'étude, le progrès et les défis de la culture du champignon.
Retour à Cotonou où les nouveaux membres de la 6e mandature du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce jeudi 12 septembre 2019 à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. Au cours de cette cérémonie, le nouveau bureau qui sera présidé par Évariste Rodonou a saisi l'occasion pour rappeler les défis à relever par son équipe au cours de son mandat. Le reportage, c'est avec Dieudonné Babatunde, Zita Saka et Silas Zoui. C'est avec des ovations que le nouveau président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel et ses membres se sont installés devant le public. Évariste Rodonou reçoit les félicitations de ses collègues. Puis, au micro, sous l'œil de ses prédécesseurs et des membres des autres associations, le nouveau président a rappelé le défi majeur que son équipe et lui doivent relever dans le domaine des médias. Je me considère comme en mission pour le patronat de la presse béninoise. En mission, avec l'ensemble de mon bureau, relever les grands défis de l'heure. Ma priorité est celle de sortir la presse béninoise de la précarité qui la caractérise. 3 années durant, nous allons nous atteler à apporter les remèdes efficaces pour un souffle nouveau à la presse béninoise, un maillot essentiel et indispensable à la vitalité de la démocratie béninoise. Le chantier est donc grand. La tâche immense, mais je compte sur la contribution de tout un chacun à la réflexion et à l'action de trouver le modèle économique qui permettra de solutionner efficacement les maux qui entravent l'épanouissement des médias dans notre pays, qu'ils soient du secteur public ou privé, qu'ils soient écrits en ligne ou audiovisuels. Zakiat Latunji, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, était aussi présente à la cérémonie d'investiture. Elle a souligné que l'UPMB et le CNPA sont comme des bébés siamois au destin commun et qui se tiennent la main pour faire jouer à la presse béninoise son rôle moteur dans le développement de la nation. C'est le lieu, une fois encore, de saluer l'œuvre de nos aînés qui, en optant pour l'avènement de l'UPMB et du CNPA, ont donné la preuve de leurs grandes ambitions pour la presse béninoise et surtout pour une unité d'acteurs entre les différents animateurs de notre corporation. Dans le contexte actuel, marqué par la recrudescence des critiques à l'encontre des animateurs des médias, l'UPMB et le CNPA se doivent d'œuvrer pour sortir la presse de l'ornière. Je ne saurais clore cette intervention sans réitérer la disponibilité de l'Union des professionnels des médias du Bénin à poursuivre sa collaboration avec le CNPA dans cette marche difficile, combien exaltante de la presse béninoise vers davantage d'indépendance et de professionnalisme au service de notre peuple. Les autres membres élus au Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel n'ont pas pu se retenir de donner leurs impressions. Je dois remercier tous les patrons de presse qui nous ont fait confiance. Nous sommes un certain nombre, on nous a renouvelé la confiance et nous sommes revenus dans cette équipe pour conduire cette mission au profit de toutes les entreprises de presse. Je crois qu'il n'y a pas cette entreprise, ce patron de presse qui voudra bien que ses employés soient dans une situation vraiment déplorable. Et en cela, je demande aux journalistes vraiment de persévérer, que bientôt on va sortir de cet étage. Parce que le président actuel, Évariste Rodonou, en a conscience. Évariste Rodonou et son équipe comptent redonner un nouveau souffle à la presse béninoise pour la réussite de leur mission. Ils seront appréciés à l'œuvre. Encore quelques jours, les apprenants vont reprendre le chemin des classes. Parents d'élèves et éducateurs s'activent pour assurer une bonne rentrée des classes aux élèves. Équipal de rentrée des classes parle des fournitures scolaires. À cet effet, la liste des fournitures sont établies et diffèrent d'une école à une autre. Que mettre dans une liste de fournitures? Doit-on en abuser? Élément de réponse dans ce reportage signé Stélia Padonou et Aliou Anthony. Alors, on y reviendra certainement dans nos prochaines éditions.
Circuler est un véritable casse-tête dans certaines contrées de la ville de Cotonou. Les riverains et usagers du tronçon Kpankpan à Dogleta, situé dans le 3e arrondissement de Cotonou par exemple, souffrent le matier et pour cause la dégradation des infrastructures routières. À cet effet, une équipe de la rédaction est descendue sur les lieux pour le constat. Mathilde Sabis, Sita Saka et Silas Zouni, reportage. Nid de poule, caniveau à ciel ouvert et pavé dégradé de part et d'autre, c'est l'état du tronçon Kpankpan à Dogleta. Circuler de jour comme de nuit est un véritable calvaire pour tous les usagers de ce TAS, particulièrement ceux du 3e arrondissement. Cette voie est complètement dégradée. Les autorités en pointent le tronçon, mais c'est resté toujours en l'état. Ce caniveau est ouvert il y a longtemps malgré les pneus mis autour. Les motocyclistes, par inattention, ils tombent. Dans la nuit, c'est compliqué d'emprunter le tronçon. C'est vraiment difficile pour nous les riverains. Nous souffrons vraiment surtout ici au carrefour Midambo. La voie est dégradée. Pendant la saison pluvieuse, les caniveaux ouverts créent d'énormes dégâts à la population. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. L'état dégradé de ces voies ne serait pas lié à la qualité de l'ouvrage. C'est ce que tente de nous expliquer l'autorité locale. Nous avons des obligations. Entre autres obligations, c'est que les chefs de quartier nous fassent parvenir ces problèmes. Et puis, ces problèmes sont décryptés en conseil d'arrondissement. À ces forats-là, nous n'avons de cesse de rappeler que la population est en train de souffrir le martyre par rapport à ce que vous avez constaté sur le terrain. Et je crois que quelque chose est en train d'être préparé à ces différents niveaux. Nous arrivons certaines fois à trouver une solution palliative, mais qui malheureusement n'est pas une solution définitive pour essayer d'enrayer un peu ces désastres. Pourquoi ne pas le dire, puisque ça crée des accidents par moment. Sur le plan structurel, l'arrondissement est limité par rapport à la réalisation de certaines infrastructures à usage public comme les routes. Toutefois, des démarches sont déjà entreprises auprès des structures habilitées en vue du réaménagement de celles existantes. Il revient surtout à la population de dénoncer tout acte pouvant entraîner la dégradation de ces infrastructures routières urbaines. Il s'agit des infrastructures qui ont été réalisées à grands frais. Et nous demanderons à la population de s'y aller. Pourquoi pas quand un camion crée des dommages sur une infrastructure routière, que la population puisse s'y aller cela aux gendarmes. Et demander aussi pourquoi pas que véritablement ceux qui sont chargés de faire le nettoyage des caniveaux, c'est-à-dire le curage des caniveaux, puissent quand même entrer dans une autre intelligence pour enlever et remettre les dallettes. Parce que certaines fois, ils le font d'une manière archaïque et ça endommage aussi les infrastructures. Selon les dires de l'autorité, le calvaire des riverains sera bientôt conjugué au passé. Et comme je le disais il y a un instant, encore quelques jours, les apprenants vont reprendre le chemin des classes. Parents d'élèves et éducateurs s'activent pour assurer une bonne rentrée des classes aux élèves. Et qui parle de rentrée des classes parle des fournitures scolaires. À cet effet, la liste des fournitures est établie et diffère d'une école à une autre. Que mettre dans une liste de fournitures? Doit-on en abuser? Autant de questions que répondent ici Stélia Padonou et Aliou Anthony. L'achat des fournitures scolaires constitue en ce moment même la priorité des parents d'élèves. Les listes sont disponibles dans toutes les écoles et les parents entrent déjà en leur possession. Une liste ne s'établit pas au hasard, elle tient compte des besoins de chaque niveau de classe et de chaque apprenant. Compte tenu du besoin de chaque apprenant, de chaque niveau de classe, on établit une liste des nécessaires que l'élève aura besoin pour travailler tout au long
d'une année scolaire. Tout ce qui est censé être utile pour l'élève, c'est ce qu'on donne. On ne fait pas des listes en regardant en l'air, non. Ce n'est pas des listes fantaisies, il y a un but. Et dans tout ce qu'on fait dans l'éducation, il y a un but, c'est-à-dire une bonne formation. Une liste officielle est mise à la disposition des écoles. Parents d'élèves et responsables saluent l'initiative. Cette année, la liste officielle demandée par le gouvernement, par le ministère, il y a des livres qui sont un peu difficiles à trouver. Mais c'est à titre indicatif parfois. L'enfant peut aller vers d'autres livres pour pouvoir faire des recherches, savoir ce qu'il veut. Bon, on est sur tel chapitre, on peut chercher à élargir sa connaissance, élargir ce qu'on doit faire. Et ça, c'est bien. Bon, la liste, vraiment, il y a beaucoup de choses. Et ce n'est pas comme l'année dernière. Cette année-ci, il y a beaucoup de fournitures. Les livres sont tellement nombreux. Mais je crois que c'est pour le bien des enfants. La liste n'a pas modifié, n'a pas changé en tant que telle. Il y a les livres qui sont au programme qui n'ont pas changé. Et puis les cahiers, les cahiers, les bics, tout ça là. J'ai pu prendre ça. Bon, c'est vrai que ces temps-ci, c'est pas facile, c'est un peu difficile. Mais on a mis les bouchées doubles pour pouvoir nous procurer cette liste de fournitures. On remarque généralement des listes au contenu exorbitant dans nos écoles, surtout au niveau de la maternelle, ce qui ne devrait pas être le cas. La maternelle est une classe très sensible qui prévoit de l'hygiène, qui prévoit forcément de l'hygiène. L'école ne peut pas payer plusieurs papiers hygiéniques au cours d'une année scolaire, c'est 9 mois d'activité. Les pamidas, papiers hygiéniques, ce sont des choses très importantes qu'un parent doit amener. Quand on demande par exemple d'amener 15 papiers hygiéniques et 8 savons de Pamida, c'est exorbitant. C'est pas, c'est au moins le minimum. La rentrée aura lieu le lundi 16 septembre 2019. Une bonne rentrée passe déjà par des listes de fournitures peu étouffantes sur le plan financier. On reste toujours dans ce schéma pour dire que la liste exorbitante des fournitures scolaires présentée chaque année aux parents d'élèves est au cœur des discussions dans les ménages et même au sein des autorités syndicales. Malgré la liste officielle publiée par le gouvernement, on remarque aussi que certains établissements privés comme publics présentent d'autres listes différentes de celles officielles. La rédaction de E-Télé a rencontré le secrétaire général de la CSA Bénin qui, en tant que parent d'élèves, enseignants et syndicalistes, fustige la pratique et invite les parents d'élèves et le gouvernement à prendre leurs responsabilités. On l'écoute. Les fournitures sont des fournitures officielles. Il y a une liste officielle qui apparaît chaque année. Estampillé du sceau de l'autorité et qui permet aux parents d'élèves et à tous les acteurs de l'école de savoir ce qu'il faut acheter pour les enfants en termes de documents de travail. Mais on a remarqué que depuis quelques années, chaque école, publique comme privée, sort sa liste parallèle avec parfois des demandes qui sont complètement superflues, saugrenues, mais qui sont imposées aux parents comme liste de fournitures qu'il faut donner. On a déjà vu des écoles où on vous demande de venir avec un paquet de ciment comme fourniture. Cette année encore, j'ai vu des écoles où on a demandé de venir avec une roue et un coupe-coupe. Donc ça commence comme ça et puis après nous avons chaque professeur également qui est dans l'enseigne de l'école ou de l'établissement impose sa liste de fournitures, son cahier d'activité, son cahier de l'élève. Et donc c'est une pagaille sur laquelle je pense que le ministère avait déjà pris un certain nombre de mesures, mais il faut reconnaître que la pratique se poursuit. La pratique se poursuit. Même cette année encore, on a vu des listes un peu curieuses de fournitures qui ont été données aux parents. Mais malheureusement, c'est que les parents ne réalisent pas beaucoup parce que tout le monde veut juste que son enfant ait le meilleur. Et donc, c'est une manière d'encourager la pratique, mais c'est une mauvaise pratique. Donc, je dois avouer que c'est pas un sujet que nous avons traité au plan syndical, mais c'est vrai que ça pourrait faire partie donc des points de discussion avec l'autorité. Juste rappeler à l'autorité que ces institutions ne sont pas suivies et qu'il faut absolument agir. Mais pour réussir, il faut commencer par les écoles privées, parce que c'est là où nous avons le plus la dérive. Et c'est-à-dire que l'école privée est aujourd'hui devenue une activité purement commerciale. Et ça, c'est pas très bien. Activité commerciale où, en début de rentrée, les gens font tout pour avoir le maximum de gains.
et de façon donc à pouvoir gruger les parents tout au long de l'année. Donc, si on peut déjà commencer à agir, ce serait déjà que le syndicat demande au gouvernement donc de rappeler, de faire un rappel en direction de tous les établissements pour leur dire quels sont les tests en vigueur, quelle est la pratique en vigueur, et rappeler son intention donc de punir tout manquement donc à ces règles-là. C'est déjà un premier pas. Ça permettrait ensuite d'informer les parents d'élèves pour qu'ils sachent quel est leur droit dans ce registre-là, quel est leur droit. Parce que quand ils connaissent leurs droits, les associations de parents d'élèves, les parents d'élèves seuls dans leur coin peuvent opposer donc à ces demandes-là, que la loi n'a pas permis ça, et ça pourrait être donc le début donc du changement que nous souhaitons. Et avant de prendre congé de vous, la filière de vente de véhicules d'occasion au Bénin est confrontée depuis quelques jours à la mévente. Transitaires et importateurs rencontrés sur les parcs Baya et autres de Sekandji, situés dans la commune de Semenpodi, dans le département de Lomé, lient cette crise à la fermeture des frontières nigérianes et appellent les autorités du sommet de l'État des deux pays à des négociations apaisées. On retrouve à nouveau Zita Saka, Mathilde Sabi pour le reportage présenté par Karina Deni. 3 semaines déjà que les frontières bénino-nigérianes sont fermées. Les impacts dus à cette fermeture se ressentent dans presque tous les domaines d'activité et surtout sur la vie de certains citoyens. Ici au parc Bala de Sekandji, arrondissement d'Agblangandon, commune de Semenpodi, tout tourne au ralenti pour les revendeurs et transitaires. Pour eux, la filière de vente des véhicules d'occasion ne saurait exister sans la participation des Nigériens et autres. Ce que nous allons demander, que nous ayons plus d'explications pourquoi les frontières ont été fermées, pour que nous nous préparions en conséquence, parce que la fermeture par rapport à notre filière, ça nous a causé beaucoup de tort. Bon, l'exemple est que vous êtes sur le parc, nous n'avons pas les clients, les acheteurs ne viennent pas. Mais ici, c'est plus visible et plus, on peut toucher du bout de doigt, quoi. Par semaine, on peut dire que nous vendons 3 à 4 auparavant. Maintenant, rien. Sinon, nos vrais clients, c'est les Nigérians. On a sorti de l'argent pour ramener les voitures depuis des jours, il n'y a pas de clients. Alors que le marché béninois ne vient pas comme ça. C'est les Nigérians qui viennent plus. On est encore à la veille de la rentrée. C'est un souci pour nous. Il y a les Tchadiens, les Camerounais et les Burkinabés qui viennent aussi, mais pas comme les Nigérians. Et ils ont leur spécialité. Quand ils viennent, c'est les Toyota. Alors que les Nigérians, eux, ils achètent tous les marques. Et c'est aussi des revendeurs. Ils viennent à payer, et ils ramènent, et ils vendent, ils reviennent. La mévente est donc là. Importateurs, transitaires et gestionnaires de parcs et riverains appellent les autorités au plus haut niveau des deux pays à trouver une issue favorable à cette situation qui déteint malheureusement sur le quotidien de tous. Il faut que l'État nous aide à résoudre ce problème, parce que nous ne vivons que de ça. En tant que citoyen béninois, on ne sait pas. Peut-être si l'État a déjà commencé son projet de hache, qui pourrait aussi nous faciliter un peu notre vie quotidienne. Mais nous aussi, nous avons d'autres doléances vis-à-vis de l'État dans la filière, que l'État essaie de discuter avec les vrais acteurs, que ça ne soit pas que la douane seulement qui donne son avis au gouvernement. Il faut que le gouvernement béninois aille voir le gouvernement nigérian pour qu'il y ait une négociation. La fois dernière, j'ai suivi la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères. Bon, il avait parlé de ça, mais il faudrait que le président de la République même aille voir son homologue de Nigeria pour qu'il en discute sur ce qui ne va pas. De toutes les façons, personne n'est épargné. Mais au-delà des plaintes, cette mévente due à la fermeture des frontières devrait en principe profiter aux Béninois à y voir de près. Il n'y a pas d'information sans consommateur, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès lundi, dès qu'il sonnera 13h. D'ici là, portez-vous bien.